Par contre, la chose que je sais, c'est que j'ai des valeurs, que je suis une personne hyper engagée, que j'ai un cœur qui ne bat que pour, on va dire, apporter ma contribution à ce monde. Bonjour, je m'appelle Olivia. J'ai fondé l'association des acteurs de la finance responsable et je vais vous raconter mon histoire. Qui es-tu ? Qui est Olivia ? Quelle question existentielle. Qui suis-je ? Je ne sais pas si après bientôt 40 ans, je saurais vraiment donner une définition très simple de qui je suis. Je pense que je suis quelqu'un d'assez complexe, qui aime beaucoup de choses, qui est toujours un peu à 1000 à l'heure sur plein de thématiques. Par contre, la chose que je sais, c'est que j'ai des valeurs, que je suis une personne hyper engagée, que j'ai un cœur qui ne bat que pour, on va dire, apporter ma contribution à ce monde et faire en sorte que celui-ci soit un jour un monde dans lequel nos enfants seront heureux de grandir et qu'ils auront la chance de vivre ce que nous, aujourd'hui, on a pu voir et ça pour toutes les générations futures. Et donc, qui je suis, j'essaye juste d'apporter ma petite contribution au quotidien pour faire avancer des sujets qui sont importants pour moi. Tu as créé l'association des acteurs de la finance responsable. Depuis combien de temps ? Comment est-ce que tu l'as créée ? Où est-ce que tu l'as créée ? C'est quoi l'association des acteurs de la finance responsable ? Alors, l'association des acteurs de la finance responsable, en fait, c'est vraiment très marrant. C'est-à-dire, je me suis levée un matin, c'était même un samedi matin, il était 7h30. J'étais dans la chambre de mon fils, qui avait 3 mois à ce moment-là, et je me suis levée un peu comme Eureka, en disant, voilà, ça y est, je sais, il faut créer une association qui s'appelle les acteurs de la finance responsable. Mais vraiment, ça s'est passé de cette manière. C'est magnifique. J'ai ensuite appelé Josette Amor, Sarah Labbé, Sarah a appelé Patricia Piriou. Et en fait, toutes les 4, on s'est dit, OK, go, on essaye de créer une association qui va permettre à monsieur et madame tout le monde de pouvoir comprendre c'est quoi la finance responsable et surtout aussi de se sentir acteur de ce sujet. Parce que finalement, c'était quelque chose que j'avais constaté personnellement depuis plusieurs années, c'est que je me sentais mais totalement impuissante en étant moi-même en fait salariée d'entreprise financière ou faire du conseil, etc. Donc quand même être dans le monde de la finance, mais n'avoir aucune possibilité d'apporter ma contribution pour faire évoluer ce secteur. C'est comme ça qu'est venue l'idée de cette association. Et vraiment, le nom, il est venu comme ça, aussi simplement. Et voilà, ça a donné les AFR. Sur l'inspiration du moment. C'est ça. Aujourd'hui, c'est devenu quoi ? Aujourd'hui, l'association, c'est devenu un lieu dans lequel des personnes qui s'intéressent plus ou moins à la finance responsable peuvent apporter leur soutien à cette cause. Rencontrer d'autres personnes qui ont le même intérêt. C'est comme on est un peu un catalyseur de gens qui vont partager le même objectif, les mêmes valeurs. Ça, c'est vraiment ce qu'on affiche en premier. Et ensuite, 4 ans après, on est aujourd'hui une association indépendante, un peu activiste, un peu beaucoup, sur le sujet de la finance responsable. Et parfois, on a un peu des poils à gratter. Donc, ce qui nous permet finalement de trouver un peu notre place dans cet écosystème. Et on est aussi beaucoup quand même en synergie avec toutes les autres initiatives de place. Mais nous, on s'est un peu concentré sur un domaine particulier, notamment sur la nature, la biodiversité. Et comment finalement on peut remettre tout ça au cœur du service financier. Et donc aujourd'hui, 4 ans après, on est environ 350 personnes. Et je dirais que depuis le début de la création de l'association, on a dû avoir à peu près entre 600 ou 700 adhérents qui, après, sont restés ou pas. Mais c'est vrai qu'avec nos moyens limités, parce qu'on est quand même une association qui n'est financée par personne, c'est que des dons et c'est que du bénévolat, on a réussi à créer cette communauté avec 0 moyen financier. Et puis, en donnant, on va dire, pour ma part, au début, 50% de mon temps. Aujourd'hui, peut-être 30%. Mais voilà, donc je dis toujours, sans moyens financiers et sans vraiment un temps plein, on a réussi à créer cette communauté. Alors, j'imagine pas si on est dans d'autres conditions, on pourrait faire des choses beaucoup plus grandes. Tu pensais
que ça allait en arriver là? Tu pensais que l'association allait prendre cette place-là aujourd'hui? En vrai, quand j'ai commencé et quand on a commencé à créer cette association, on n'avait aucune ambition. C'est-à-dire, la seule ambition qui nous drivait, en tout cas, je parle pour moi parce que je peux pas parler pour les autres, c'était de me dire, franchement, je fais quelque chose qui va dans le sens de contribuer à ce que je peux sur la finance responsable et faire connaître ce secteur. Je me souviens, au bout de quelques mois, je parlais avec des gens. Jamais de ma vie, j'aurais pensé que je parlais avec ces personnes-là. Et 4 ans après, effectivement, quand je vois la visibilité qu'on peut avoir sur les réseaux, le soutien qu'on peut avoir sur certaines démarches qu'on a mis en place, une pétition qui va recueillir presque 1200 signatures, etc., bah, c'est vraiment impressionnant. Et quelque part, c'est hyper difficile parce que c'est très challenging, ça demande énormément d'investissement personnel, c'est des choix de vie également. Mais quand on voit ces petits résultats, c'est vrai que bah, ça fait plaisir parce que là, je me dis, je suis le petit colibri et j'aurais apporté ma petite goutte d'eau dans cet océan et on en a besoin pour éteindre l'incendie aujourd'hui. Voilà. Il y a de quoi être fier. De quel incendie tu nous parles? La terre brûle, mais on regarde ailleurs. Aujourd'hui, au quotidien, Olivia Blanchard, qu'est-ce qui la motive à faire ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui la motive à continuer plutôt à faire ce qu'elle fait? Aujourd'hui, clairement, la chose qui me motive, c'est de me dire qu'on n'a pas le choix. Et en fait, je me suis souvent posé la question, même peut-être je pense que je me la pose même tous les jours, pourquoi je fais ça? Parce que en vrai, il n'y a aucun retour sur investissement matériel, ça c'est clair. C'est juste une satisfaction personnelle de se dire vraiment, je peux être utile et finalement mon temps sert à quelque chose de bien plus grand que moi. Ensuite, j'ai eu évidemment, et j'en ai des super rencontres humaines, et des personnes que j'ai rencontrées que je pense... Aujourd'hui, c'est des personnes avec qui je parle tous les jours. Et donc, c'est une aventure humaine incroyable qui est hyper précieuse. Mais effectivement, souvent, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Je suis épuisée. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et c'est parfois un vrai travail aussi intérieur de ne pas tomber dans le syndrome du sauveur. Non, Olivia Blanchard, je ne vais pas sauver le monde. Non, la finance, je ne pense pas qu'à moi toute seule, je vais arriver à changer quoi que ce soit. Et donc, c'est toujours se remettre dans cette posture d'humilité aussi, que seul, c'est bien, mais qu'on a besoin d'un collectif et qu'on a besoin d'être plusieurs, justement, pour amorcer les choses. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, vraiment, pour moi, important et me motive. Mais c'est vrai que parfois, cette question de pourquoi je fais ça, le soir, quand on est épuisé, voilà. Donc, t'as un travail quotidien à se rappeler les différentes choses. T'as déjà pensé à t'arrêter? Ouais, plein de fois. Plein de fois. Et après, quand j'imagine ma journée sans les AFR, il y a une espèce de vide intersidéral. Non, je crois que je pourrais pas. Donc, je me dis, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis, en fait, je continue parce que, en vrai, je me vois pas faire autre chose. Alors, pas forcément au sein des AFR, mais plutôt, je me vois pas, moi, en tant qu'individu, ne plus être engagée dans une cause pour la faire avancer, et notamment sur ce sujet du secteur financier. Après, aujourd'hui, ça se fait au sein des AFR, parce qu'effectivement, c'est la structure qui a été créée. Mais, en fait, cet engagement que j'ai, il dépasse même ce cadre de l'associatif. Et aujourd'hui, j'aurais du mal à concevoir ma vie sans œuvrer pour ce sujet en particulier. Dans ta lutte, on va dire, dans ton parcours, depuis que tu as fondé les AFR, depuis que tu fais ce que tu fais, que tu défends les causes que tu défends aujourd'hui, quel a été le moment le plus difficile ou les moments les plus difficiles? Les moments les plus difficiles, ça a été notamment parfois, et là je vais mettre un peu un pavé dans la mare, mais on a eu des besoins de soutien d'associations, d'organismes qui affichent le même objectif que nous. Et là, il n'y en a pas eu. Et finalement, le plus difficile parfois, c'est que malgré la cause, malgré l'envie d'aller dans une même direction, on est quand même confronté à un jeu d'ego et de pouvoir.
Et ça, pour moi, c'est la chose la plus difficile que j'ai apprise et que j'essaye d'accepter en fait, comme étant une situation telle qu'elle, parce que finalement, ça fait partie, ces choses, voilà, d'ego, de pouvoir, d'une qualité intrinsèque à l'humain. Et donc, qu'on soit dans une cause ou pas, on va retrouver ça. Et ça a été un de mes apprentissages personnels, je pense, les plus difficiles, alors que j'étais un peu en mode oui land, quoi. Ouais, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on va tous aller dans la même direction, etc. Et en vrai, non. Oui, je comprends. Je comprends que ce soit très difficile de concevoir que pour une cause aussi noble et pour faire des choses bien, on puisse quand même être en compétition, en fait. Ça colle pas. Exactement. Pour ne pas être que dans le négatif, quel a été le meilleur moment de cette aventure? Quel a été le moment où vraiment, aujourd'hui, quand je pose la question, c'est le premier ou c'est les premiers moments qui te viennent en tête, qui te viennent à l'esprit, enfin, qui te donnent le sourire instantanément? Parce que je vois un petit sourire se dessiner sur ton visage. Ouais, vraiment, pour moi, l'événement qui a donné tout son sens à tout ça, c'est vraiment l'action collective qu'on a menée sur le label ISR. Et le fait que notre mobilisation, en vrai, cette pétition, je l'ai écrite, j'étais enceinte, je pense, de 8 mois. Il était 4h du mat, j'étais en insomnie et j'étais en mode, il faut que je fasse un truc, je peux pas, ce label ISR, il faut qu'ils excluent les énergies fossiles. Et ça s'est vraiment passé comme ça. 1 an et demi après, alors qu'au début, dans les journaux, les gros titres disaient que c'était hors de question qu'on prenne en considération l'exclusion des énergies fossiles, quand 1 an et demi après, vous voyez le même journal avec un gros titre complètement différent. Et là, franchement, c'est un résultat, et se dit, waouh, cool, voilà, quelque chose qui montre qu'on a bien fait, qu'on n'a pas lâché. Et aussi, cet événement en particulier a montré qu'à ce moment précis, l'événement que je disais avant où il n'y avait pas eu de soutien, il y a quand même eu une coalition qui s'est mise en place et une synergie d'entraide entre les différents organismes. Donc, c'est venu quand même contrebalancer le sentiment d'avant en se disant mais en fait on est seul et chacun tire la couverture de son côté. Et là quand même sur cet épisode en particulier ça n'a pas été le cas et justement il y a eu une coopération. Donc vraiment aujourd'hui pour moi ça reste ce turning point un peu en se disant vraiment ça m'a libérée, j'ai soufflé un coup, on a réussi à faire un truc parce que voilà, c'était important à un moment de mettre un résultat aussi, quoi. Voilà. Les choses bougent mais doucement. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on va être sauvés? Oh la vache. Écoute, en vrai, on a encore fait une conférence hier soir. J'étais à la Convention des entreprises pour le climat, spécial monde financier. Et on a une scientifique spécialisée de la glace, une glaciologue, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si on dit vraiment ça comme ça, je crois, à vérifier. Qui nous a fait une conférence tellement incroyable sur le sujet actuel et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. En vrai, est-ce qu'on va être sauvés? Honnêtement, c'est chaud patate. Voilà. On a eu d'autres conférences, parce que j'adore les conférences avec des scientifiques qui vous disent plein de choses, voilà, qui nous dit clairement aujourd'hui la génération des enfants qui sont nés en 2019, pas sûr qu'ils attendent 65-70 ans en termes d'espérance de vie, parce que leur corps aura tellement été soumis à des stress liés au réchauffement climatique que du coup, ça diminue l'espérance de vie. Ça, c'est du coup véridique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une projection de science-fiction. Là, on est sur des faits établis par la science actuelle. Donc, est-ce qu'on est sauvé ? Honnêtement, si on ne va pas beaucoup plus vite, on en parlait tout à l'heure, hein. Oui, ça avance doucement et sûrement, ouais, ok. Mais en fait, on ne doit pas aller sur du doucement et sûrement, on doit aller sur quelque chose de beaucoup plus radical, sur lequel, aujourd'hui, clairement, on n'y est pas du tout. Et en vrai, ça fait peur. En vrai, j'essaye parfois de ne pas y penser et de rester sur l'aspect. Typiquement, je prends l'image, un jour, j'ai gravi une montagne, ça s'appelait l'Adam's Peak, au Sri Lanka. C'est 10 000 marches à monter. Ça se fait, on commence à 1h du matin et on doit faire l'ascension de ces 10 000 marches. On le fait la nuit parce que sinon il fait trop chaud la journée. Honnêtement, au bout de peut-être 1h30 d'ascension,
j'ai une espèce d'angoisse de fou qui est venue parce qu'on regarde en haut, on voit pas la fin, on regarde derrière et on voit plus le début, quoi. Et donc, on est perdu au milieu et on se dit genre, ouah, la panique, je sais même pas si je vais encore y arriver, il me reste encore combien de marches, on n'a aucune idée. Et c'est hyper angoissant. Et là, la manière dont j'ai réussi à maîtriser, entre guillemets, un peu à contrôler l'émotion, c'était de revenir sur la première marche et de revenir sur ma prochaine marche, la prochaine marche et la prochaine marche. Et j'applique finalement un peu ce même parallèle aujourd'hui quand il y a des sujets comme ça qui sont trop angoissants pour moi, quand il y a une projection qui fait peur, c'est de se centrer sur aujourd'hui et comment aujourd'hui je peux agir pour aller dans une direction qui me paraît plus idéale et plus positive. Et ça, mais ça se fait à un niveau individuel. Et après, c'est comment entraîner effectivement un collectif tous les jours sur une petite marche. Mais il n'y a que comme ça, finalement, qu'on peut arriver à ne pas tomber dans un côté peut-être paralysé ou traumatisé de l'inaction et de revenir sur quelque chose de OK, on agit, on redevient un acteur pour un monde soutenable. Là, on est plus sur des initiatives collectives. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à des personnes qui pensent que l'initiative personnelle n'est pas aussi importante, que seul, on ne peut pas changer le monde? C'est quelque chose qu'on entend très souvent. La réponse, on l'a assez bien pensée et c'est un peu notre phrase, notre motto au sein des AFR, c'est la somme des engagements individuels donnera réalité à une dimension collective. Et finalement, c'est ça, quand on regarde l'équation, c'est chaque action individuelle, c'est ça qui va à un moment donner l'impulsion. Il y a aussi la théorie des 12%, je crois que c'est Cyril Dion, qui parle de l'expérience où on est dans une salle et puis il y a une foule. S'il y a seulement 12% de cette foule qui va faire une action, par exemple un mouvement de danse un peu particulier, c'est un peu le mouvement de bascule qui va faire que finalement toute la salle va commencer à faire ce même mouvement. Et donc c'est vraiment théorisé aujourd'hui que ça commence d'une action individuelle qui se propage petit à petit et qui à un moment trouve un point de bascule pour arriver sur vraiment une réalité collective. Donc non, effectivement, tout seul, on ne peut pas changer le monde, mais par contre, on peut peut-être changer 2-3 personnes et finalement on devient 4. Et à 4, on peut peut-être maintenant changer 6 et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, et c'est un peu voilà, ce qu'on essaye de faire aussi aujourd'hui. Et pourquoi c'est important que finalement ce soit un engagement individuel, sa propre responsabilité, d'où j'aime bien le mot finance responsable, parce que responsable, c'est je prends la responsabilité de mes actes, de mes choix. Et je ne cherche plus finalement à être dans ce triangle du déni ou triangle de l'inaction, à dire toujours que c'est la responsabilité de l'autre, des pouvoirs publics, de l'entreprise, de faire telle ou telle chose, mais que finalement, à son niveau, on peut déjà être un petit acteur des choses. J'adhère entièrement. Merci. Je vais m'inscrire à l'assaut. Merci beaucoup, Olivia. Un petit mot de la fin. En vrai, si moi j'ai été capable de faire quelque chose, de créer une association, en fait, en vrai, c'est que tout le monde est capable. Enfin, je dis toujours, en gros, je suis monsieur, madame, tout le monde, je suis pas Wonder Woman, j'ai rien de spécial, etc. C'est juste que je suis habitée par l'envie d'apporter ma contribution. Et je pense qu'à partir du moment où chacun peut avoir cette envie-là, où finalement il est capable de le faire. Donc, il n'y a que ensuite à s'écouter et à passer à l'action. J'ai le droit de faire des bugs ou pas? 1, 2, 3, 4. Comme ça va me poser des questions. Je vais être là. Ça n'a pas enregistré. Sans casser le micro. Merci parce que j'ai envie de tousser depuis. On peut se doser. La terre brûle, mais on regarde ailleurs. Oh la vache. Mer ou montagne? Mer. Talon ou basket plus rapide? Talon. Pluie ou soleil? Soleil. Viande ou protéines de soja? Protéines de soja. Courir ou marcher? Marcher. Voiture ou vélo? Vélo. Sport ou pas sport? Sport. Ville ou montagne? Montagne. Manger à la maison ou dehors? Maison. Train ou avion? Train. Film ou série? Série. Comédie ou thriller? Comédie.
Tri ou pas tri? Tri. Pierre Ninet ou Brad Pitt? Pierre Ninet.